Donc merci beaucoup. L'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est celle de vous offrir une synthèse des résultats de la recherche en neurosciences cognitives dans le domaine de la cognition numérique. Ces résultats devront nous éclaircir sur les bases cognitives et neurales du calcul chez l'adulte, mais surtout chez le jeune enfant. J'ai décidé de vous présenter seulement les résultats qui sont les plus stables et reproductibles, reproduits plusieurs fois dans différents laboratoires dans le monde qui travaillent sur ce sujet. Parce que s'il y a un intérêt de la part de la pédagogie de s'inspirer de certaines de ces idées pour les appliquer dans les salles de classe, que cela soit fait sur les bases scientifiques les plus solides possibles. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en discutant la notion, qui est maintenant démontrée d'une façon très solide, de l'existence d'une prédisposition précoce pour le nombre chez l'être humain dès la naissance. Donc on sait maintenant que le bébé de l'être humain vient à la naissance avec des capacités assez étonnantes d'extraire l'information numérique de l'environnement sensoriel qui l'entoure. Une démonstration assez forte et intéressante de l'existence de ce système précoce pour le nombre vient de l'étude de Véronique Izard, ici à Paris, qui a étudié des bébés, de très jeunes bébés, quelques heures après la naissance, dans la maternité. Elle a soumis à des protocoles de stimulation multisensorielle, auditive et visuelle. Elle a, dans une paradigme de familiarisation, présenté à des petits bébés donc des séquences de sons avec un nombre fixe de sons, par exemple 4 sons, pendant une période de 2 minutes. À la fin de cette période de familiarisation, elle montre au bébé, parmi un écran, des images qui contiennent un nombre différent d'objets. Et elle observe que les bébés regardent plus longtemps, de façon assez significative, les nombres d'objets visuels, les objets visuels dont le nombre est cohérent et le même que le nombre de sons que le bébé venait d'écouter auparavant. Donc une capacité étonnante de comparer des numérosités à travers des modalités sensorielles différentes comme celles auditives et visuelles. Donc ce système est assez abstrait, il représente la cardinalité des objets, mais il fait ça d'une façon approximative, il n'est pas exact. Les bébés, en fait, peuvent, à la naissance, donc quelques heures après la naissance, selon cette expérience, discriminer des quantités qui sont dans un rapport de 1 à 3. Ils discriminent donc des ensembles de 4 versus 8 objets. Ils font la différence entre congruent et incongruent, entre son et image, de 6 versus 18 objets, mais ne font pas la différence lorsque le rapport numérique est inférieur à ceux de 1 à 3, c'est-à-dire c'est par exemple un rapport de 1 à 2. Donc il y a un système numérique, un sens du nombre, qui a une acuité propre. On ne parle pas ici d'acuité visuelle, on parle d'acuité du sens du nombre, la précision dans laquelle on peut extraire l'information numérique dans un ensemble d'objets concrets. Et cette acuité est assez faible à la naissance, on verra qu'elle augmente tout au long de la vie. Ce sens du nombre, qui est là depuis le début, est aussi utilisé par le bébé pour faire des prédictions sur les transformations qu'ils peuvent observer dans le monde sur des objets concrets. Par exemple, ils réagissent aux violations des règles de l'arithmétique. Collègues américains, McCrink et Wynne, ont étudié des bébés de 9 mois et leur ont montré des simulations de transformations arithmétiques comme addition ou soustraction d'objets concrets. Regardons ensemble ce vidéo. Donc, il leur montre ces 5 objets qui tombent, ils sont couverts par un écran. Il y a 5 nouveaux objets qui arrivent, ils vont derrière l'écran, et le bébé se crée des expectations de combien d'objets il va y avoir derrière cet écran. Une fois que l'écran est descendu et que le résultat attendu se révèle différent des résultats qui est présenté, mais les bébés regardent beaucoup plus longtemps. À nous montrer qu'effectivement, ils avaient créé dans leur tête une expectation de résultat de cette transformation arithmétique qui s'était produite devant leurs yeux. On voit en même temps, donc ils sont sensibles ils peuvent effectuer des additions, des soustractions, ils sont sensibles aussi aux ratios entre différentes quantités et à des rapports multiplicatifs. Donc ces capacités assez complexes et étonnantes ne sont pas l'apanage de l'être humain, on les partage avec beaucoup d'espèces animaux non humains, et notamment chez les singes macaques, on sait qu'ils sont capables d'effectuer exactement les mêmes types de computations arithmétiques. Des chercheurs allemands, l'équipe de Andreas Nieder, mais aussi d'autres aux États-Unis, Reutemann et Platt, ont pu enregistrer dans le cortex du macaque, pendant que le singe était en train d'effectuer des tâches de comparaison de nombre de points,
Donc, ils étaient en train d'effectuer des tâches de comparaison entre des ensembles sur la base de la numérosité, de sa cardinalité. Ils enregistrent ainsi des neurones dans différentes régions. Et ils découvrent notamment que dans une région très particulière du cortex du macaque, le cortex intrapariétal, qui se trouve à l'arrière du cerveau, il contient des neurones qui répondent de façon spécifique aux différentes numérosités. Donc il y a un groupe de neurones qui vont décharger d'une façon plus importante quand le singe est en train de regarder 2 points par rapport à quand il est en train de regarder 3 points ou 4 points. Et la réponse de ce neuron à la cardinalité est une réponse qui n'est pas exacte, elle est approximative. Regardons par exemple ici. Ici, il y a le taux de décharge du neuron qui préfère toi à différents nombres d'objets. On va voir ici que quand il y a 3 objets, la décharge de ce neuron est maximale. Il est un peu inférieur et de plus en plus inférieur, de plus le nombre qui est présenté s'éloigne du nombre qui est préféré. Donc, un codage approximatif dans le cerveau du macaque, dans le cortex intrapariétal. Un code de la quantité numérique concrète dans le cerveau de l'homme, on l'a pu observer et individuer par l'aide de la résonance magnétique fonctionnelle. C'est une technique qui nous permet de voir quelles régions sont actives dans une tâche donnée. Et là, on a utilisé un protocole d'adaptation. On a répété sur des sujets adultes qui participaient à notre étude, on leur a présenté beaucoup d'instances d'une certaine numérosité fixe, par exemple 16 points, pendant un très long moment. Seulement très rarement, on changeait de nombre d'une façon dont le changement était petit ou le changement était grand, comme par exemple on doublait la quantité ou on divisait par 2 la quantité qui était la plus fréquente. Et on a observé qu'il y a 2 régions dans le cortex de l'homme qui se trouvent exactement dans le cortex pariétal, dans des régions qu'on pense être les homologues des régions pariétales qu'on observe chez le singe qui contient des neurones de nombre. Et on a vu que l'activité de ces régions, qui répond lorsque les personnes détectent des changements de quantité numérique, est proportionnelle aux quantités de changements. Ici, l'activité est très forte quand on passe de 16 à 32 ou de 16 à 8 points. Donc une réponse qui est proportionnelle au taux de changement numérique et numérique seulement. Ce système pariétal pour la quantité numérique est actif chez le bébé aussi. Encore une fois, Véronique Izard, mais aussi d'autres chercheurs maintenant aux États-Unis, ont pu enregistrer les activités cérébrales chez les bébés ici de 3 mois, pendant qu'ils étaient en train d'observer des chaînes d'images qui contenaient pendant la plupart du temps un nombre fixe objet et qui contenaient de temps en temps des changements de nombre. L'activité électrique enregistrée par l'électroencéphalogramme montre une variation du potentiel lorsque le bébé détecte un changement de nombre. Et des algorithmes de reconstruction de sources corticales qui sont responsables de ces altérations qu'on enregistre à la surface du crâne nous montrent que les sources les plus probables de cet effet des changements de nombre sont localisables dans le cortex temporal, mais aussi notamment dans le cortex pariétal. Donc on part toujours de même région, un même système qui est là depuis le début et qui on se retrouve aussi en tant qu'adulte lorsqu'on manipule des quantités concrètes d'objets. Très bien, alors l'hypothèse qu'on a fait pendant très longtemps, c'est que ce sens du nombre, assez primordial, peut jouer un rôle fondateur dans l'apprentissage des maths, et notamment dans le calcul. Alors, l'idée qu'on avait, c'était que la compréhension de mots, des nombres et des opérations arithmétiques simples impliquerait la mise en relation entre ces symboles, la présentation de ces symboles, et les représentations qui sont préexistantes de la cardinalité des ensembles et de ces transformations. Donc si cela est vrai, alors le sens du nombre devrait imposer des contraintes neurofonctionnelles à l'apprentissage du calcul. Par exemple, on s'imagine que la maturité du sens du nombre préexistant devrait déterminer la vitesse et la facilité avec laquelle les enfants apprennent les nombres symboliques et le calcul formel. Et l'intégrité de ce sens du nombre devrait être une condition nécessaire pour un apprentissage du calcul normal. Donc, dans les dernières années, on a eu plusieurs confirmations de ces hypothèses. On va les voir maintenant. Donc, pour répéter un peu l'idée, c'est que lorsque les enfants apprennent à compter et à calculer, leur système du nombre approximatif, qui leur permet de voir et de sentir la différence numérique entre des ensembles d'objets concrets, est déjà en place. Il s'agit donc de créer de nouvelles représentations à la fois auditives, 2, 3, 4, et visuelles, des chiffres arabes, et déconnecter ces représentations au code préexistant de la quantité. Et alors, qu'est-ce qu'on voit quand on observe les activations cérébrales liées au calcul symbolique, calcul formel, chez des adultes et des enfants?
Et on voit que les mêmes régions dans le cortex pariétal, dans la même région du cerveau qui s'occupe de la quantité concrète, s'activent aussi lorsqu'on effectue un calcul symbolique. Donc ici, c'est le résultat d'une méta-analyse. On voit que chez plusieurs sujets, plusieurs études qui ont été amenées à différents chercheurs dans le monde, la région d'activation maximale pendant les calculs se trouve exactement dans le sillon intrapariétal, dans les mêmes régions qui sont actives pour la quantité. Ces régions s'activent pour les calculs arithmétiques, quelle que soit la culture, en chinois, aux États-Unis, en Italie, en France. Et cette activation est localisée autour des mêmes coordonnées spatiales chez l'adulte et chez les jeunes enfants. Ici, c'est une image de Jessica Canton, une étude qui va sortir, mais c'est un des beaucoup qui ont déjà été publiés, où on voit que lorsque des enfants de 7 ans effectuent des calculs symboliques, on a la même région chez l'enfant ici et chez l'adulte qui s'active dans le cortex pariétal. Si elle est lésionnée par des accidents cérébraux, cette région génère acalculie, un trouble acquis du calcul où des sujets adultes qui savaient parfaitement calculer se retrouvent incapables de comprendre qu'est-ce que c'est un nombre et d'effectuer un calcul mental. Et aussi l'accès à ces systèmes s'automatise au cours de l'apprentissage, en sorte que chez l'adulte, il s'active même par des nombres présentés de façon complètement subliminale. Une autre évidence que les nombres sont appris, le sens du nombre en tant que symbole est appris en associant ces symboles à des quantités approximatives préexistantes. Là, c'est une étude amenée par l'équipe de Liz Spelke aux États-Unis qui étudie des enfants en grande section maternelle en leur proposant des problèmes assez complexes sous forme verbale. Il faut savoir que ces enfants n'ont été jamais entraînés à effectuer un calcul avec ces grands nombres qu'on leur présente. Néanmoins, on verra qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. Donc, les problèmes étaient les suivants. Sarah, par exemple, a 21 bonbons. Elle en reçoit 30 de plus. John en a 34. Qui en a de plus? Évidemment, ces enfants ne se mettent pas à calculer. Mais on voit qu'ils arrivent quand même à répondre meilleur que le hasard à cette tâche. Et on voit notamment une propriété très intéressante de leur réponse, c'est-à-dire les taux d'erreur diminuent à fur et à mesure que le ratio entre les deux quantités qu'on doit comparer, il est plus bas. C'est-à-dire, plus grand est la différence entre les deux quantités numériques à comparer, meilleure sera la performance des enfants. Ce type de comportement, qui est modulé par le ratio numérique entre les quantités à comparer, on l'observe aussi si on présente les mêmes quantités, mais sous format non symbolique. Vous voyez que la justesse de la réponse, elle est modulée par le ratio entre les deux quantités. On peut imaginer que tant qu'adulte, on peut se débarrasser d'une façon définitive de ce système d'approximative. N'est-ce pas? Quand on traite un nombre symbolique, il a une signification exacte. Eh bien, effectivement, ça, ce n'est pas le cas. On peut montrer que toute personne éduquée, adulte, ne peut pas s'empêcher à accéder à un sens du nombre qui est approximatif en soi. Si on demande à des sujets à une tâche très simple de comparer deux chiffres arabes, 12, 16 et d'autres chiffres arabes, et on leur demande de répondre le plus vite possible, ces personnes vont faire des erreurs. Et leurs erreurs ne vont pas être distribuées d'une façon aléatoire, mais ils vont notamment être modulés par le rapport entre ces deux quantités. Ça indique qu'on ne peut pas s'empêcher d'accéder à un certain niveau de l'élaboration de l'information à ce sens intuitif de la quantité numérique. Finalement, il y a une observation que les experts de la psychologie développementale ont fait depuis longtemps, c'est que l'apprentissage de la signification des premiers mots de nombre est un processus très lent et qui procède d'une manière strictement séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que un enfant de 2-3 ans est capable de réciter la comptine de nombres de 1 jusqu'à n'importe quel nombre, c'est pas du tout sûr que cet enfant a compris la signification de ces premiers mots. En fait, on peut lui faire des tâches un peu plus complexes pour définir à quel niveau cet enfant est arrivé dans la compréhension de ce nombre. Une tâche qu'on utilise, c'est la tâche de « donne-moi un nombre ». On peut mettre un nombre de poupées sur une table et demander à l'enfant « est-ce que tu peux m'en donner 2 ?» Si l'enfant est arrivé à comprendre la signification du mot « 2 », il arrivera à donner à l'expérimentateur 2 objets. Or, on voit que les enfants apprennent la signification du mot d'une façon strictement séquentielle. D'abord, ils comprennent la signification du mot 1, ils donnent un objet, mais quand on leur demande d'en donner 2, ils peuvent donner 3, 4 ou 1 au même temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de la signification des mots le plus grand d'une façon exacte. Donc, ils comprendront 1, il lui faut
faudra un autre 6 mois pour arriver à comprendre le mot 2, un autre 6 mois pour arriver à comprendre le mot 3. Et quand on y réfléchit, on est entre 3 et 4 ans. C'est des enfants qui s'expriment d'une façon assez complexe, avec un langage complexe et des pensées symboliques assez élaborées. Néanmoins, apprendre ces simples mots de nombre, ça leur paraît très compliqué. Et si on met en relation cette courbe développementale avec la courbe développementale du sens du nombre, on peut peut-être expliquer cet effet assez étonnant. Quand on demande aux enfants de comparer des quantités numériques, on peut déterminer à chaque âge quel est le ratio minimal entre deux quantités pour que les enfants s'aperçoivent qu'il y a une différence. Et on voit que seulement vers 4 ans, les enfants sont sensibles à des ratios de 4 à 5, c'est-à-dire ils peuvent voir avec leurs yeux qu'un ensemble de 4 n'est pas exactement égal à un ensemble de 5. Donc c'est seulement quand ce sens du nombre, il les amène à voir qu'il y a une différence entre ces petits ensembles-là, qu'ils seront capables de comprendre le mot qui est associé. Mais on peut aller plus loin donc, dans le raisonnement et dire, d'accord, alors ce sens du nombre, s'il est fondateur, alors il doit y avoir un impact dans l'apprentissage du calcul, même plus compliqué. Effectivement, dans la dyscalculie, donc, on s'est posé la question, est-ce que le sens du nombre est atteint dans la dyscalculie? La dyscalculie, c'est un trouble de l'acquisition du calcul, donc un trouble spécifique. Il s'agit d'enfants d'une intelligence normale, voire plus importante que la norme, mais qui ont un déficit spécifique à l'apprentissage des nombres du calcul. Donc, on a testé ces enfants. C'est un groupe d'enfants de 10 ans qui a parié par âge et par intelligence à un autre groupe d'enfants des 10 ans italiens. Ici, on a aussi comparé des enfants de l'école maternelle et des adultes. On trace ici la fraction de Weber, c'est un indice de l'acuité numérique. Plus elle diminue, meilleur sera un sujet à détecter les différences entre des ensembles d'objets concrets. On voit que le groupe d'enfants dyscalculiques ont une acuité qui est beaucoup plus basse par rapport à celle de leurs copains du même âge, et elle est égale à celle des enfants de l'école maternelle. Donc un retard dans ce sens du nombre. Et aussi, d'une façon importante, on voit maintenant sortir des études qui nous montrent que l'acuité du sens du nombre corrèle avec la performance en calcul d'une façon spécifique. Elle ne corrèle pas avec l'intelligence générale, elle ne corrèle pas avec la capacité de lire, mais avec la performance en calcul symbolique. De façon importante, on a vu des études maintenant longitudinales qui montrent que la capacité des enfants de discriminer et d'additionner, de manipuler des quantités concrètes d'objets en maternelle arrive à prédire d'une façon significative la performance en calcul de ces enfants un an après. Cette corrélation reste tout au long de la vie, on la observe chez l'adolescent et même chez l'adulte. Les sujets qui sont meilleurs dans cette tâche qui paraît perceptive, de très très bas niveau, elle est fortement corrélée aux performances en calcul, tel qu'en fait les mathématiciens ont une fraction de Weber plus petite que celle du littéraire. Mais on a quand même un effet de l'éducation en retour sur le sens du nombre, qui est d'une part fondateur et d'autre part profondément modifié par les effets de l'éducation. Pour étudier les effets de l'éducation sur le sens du nombre, on a profité de la collaboration avec Pierre Pica, un chercheur qui va très souvent rendre visite et faire des recherches sur une population indigène en Amazonie, les Munduruku, qui pour nous sont intéressants parce que dans leur culture indigène, n'ont pas une capacité d'un système de comptage formalisé et donc ont une représentation symbolique du nombre au-delà de 3 ou 4. Ils comptent 1, 2, 3 et après ils ont des mots comme beaucoup pour dénombrer des quantités plus grandes. Chez ce sujet-là, on a pu distinguer, il y a un groupe de personnes chez les Munduruku qui commencent maintenant à recevoir de l'éducation. Et donc, l'éducation qu'ils reçoivent ou qu'ils ne reçoivent pas est déterminée dans la proximité de la résidence de différents participants à les petits nombres d'écoles qui existent. On a donc séparé sujets qui n'ont pas d'éducation avec sujets qui ont reçu de l'éducation. Et dans les deux groupes, il y a différentes âges. Donc on a pu séparer l'effet de l'âge de l'effet de l'éducation. Et on voit que les Munduruku qui n'ont pas reçu d'éducation, eh ben, leur sens du nombre reste pas significativement différent d'un groupe de contrôle de sujets italiens qui ont donc 5 ou 4 ans. Donc on voit ici que l'effet de l'éducation
en mathématiques en particulier, elles rebondissent sur les sens initial qui était fondateur et qui à la fois est de retour influencé par l'éducation. L'éducation a aussi un autre effet important sur la représentation de la quantité mentale. Elle donne la possibilité d'effectuer un passage d'une échelle logarithmique interne de la quantité à une échelle linéaire. Pour étudier cette question, Stanislas Dehaene avec Véronique Izard et Pierre Picard ont aussi étudié encore la population Mondoroku. Et elles leur ont présenté une tâche de positionnement de quantité sur ligne. On présente au sujet une ligne qui est orientée qui va de 0 à 10, donc on représente la cardinalité 1 la cardinalité 10 aux deux extrêmes. Et après, on présente différentes quantités, une à la fois, et on leur demande de choisir la position sur la ligne que cette quantité a selon eux. Et on présente 10 points, donc des quantités concrètes visuelles, des tons, des quantités concrètes auditives, et aussi de nombres Mondoroku. Je vous ai dit qu'au-delà de 4, il n'y en avait pas, mais en fait, on peut combiner les nombres de 1 à 4 pour créer des artificiels de nombres plus grands, et aussi de nombres en portugais, parce que le Mondoroku, maintenant, commence à pouvoir réciter les nombres aussi en portugais. Et les résultats nous montrent quelque chose d'assez étonnant. On compare les participants américains avec les participants Mondoroku, par exemple, avec des ensembles d'objets concrets. On voit ici les positions, les différents nombres et les positions sur la ligne qui ont été attribuées à chacun des nombres. On voit un positionnement linéaire des participants américains, c'est-à-dire un espace égal à chaque nombre est donné sur la ligne, en sorte qu'ils sont bien ordonnés d'une façon linéaire. Tandis que les participants Mondoroku arrivent à espacer, ils mettent tout à gauche les nombres petits, mais ils tassent au milieu ou vers la droite les nombres plus grands, en montrant qu'ils n'arrivent pas très bien à faire la différence entre les différentes cardinalités. Et donc, ils ont une représentation logarithmique. La même chose se peut dire pour les tons et aussi pour les mots. Donc, lorsqu'on présente des mots, les sujets Mondoroku, ils vont placer la quantité, enfin, ce mot-là sur cette ligne numérique de façon logarithmique, et aussi quand on leur présente des mots de nombre en portugais. Donc, ils traitent ces mots comme des quantités, et donc ils les positionnent d'une façon logarithmique sur la ligne des nombres. En effet, on peut voir l'effet de l'éducation même chez nos enfants, d'une linéarisation progressive de leur sens de la quantité en fonction de leur apprentissage du comptage et du calcul à l'école. Si on présente donc la ligne, le tâche de la ligne à des enfants de l'école maternelle, on leur présente des nombres de 1 à 10 et on leur demande de leur positionner sur la ligne, on voit que la petite section, ils vont avoir un comportement logarithmique, ils vont poser les premiers nombres par ici, mais les grands nombres un peu tous passés par là, tandis que déjà en moyenne section et après en grande section, le positionnement des nombres sur la ligne va être linéaire. Ils ont compris le concept d'unité qui fait la différence, donc ils sont passés d'une représentation qui est une représentation des proportions à une représentation qui est une représentation des différences. Et c'est là, la linéarisation, elle va s'établir pour des quantités de plus en plus grandes, mais avec l'âge et l'éducation. Donc, pour des lignes de 1 à 100, on est très logarithmique encore à la maternelle, aussi au CP, et seulement à la deuxième, on commence à devenir un peu linéaire dans cette tâche. En effet, l'utilisation spontanée et importante d'une représentation mentale spatiale de nombres chez l'adulte est maintenant un fait. Il y a plusieurs données qui montrent qu'on ne peut pas s'empêcher de se représenter, probablement à cause de l'éducation avec des lignes numériques, des nombres comme s'ils étaient orientés dans une ligne numérique mentale. Il y a un résultat assez intéressant qui montre par exemple que si on demande à des sujets de simplement produire des nombres d'une façon totalement aléatoire, et si on mesure leur mouvement oculaire pendant les 500 millisecondes qui précèdent la production du nombre, eh ben on va pouvoir prévoir si le nombre que la personne récite à la tâche présente sera plus petit ou plus grand que le nombre qu'ils avaient prononcé dans l'essai précédente, selon la direction de leur mouvement oculaire, c'est-à-dire les sujets. Quand ils vont faire un mouvement vers la gauche, eh ben, c'est plus probable que dans l'essai qui suivra, ils vont prononcer les mots d'un nombre qui est plus petit que le mot suivant, et ensuite pour les mots plus grands vers la droite.
Encore, chez des adultes qui ont eu des atteintes cérébrales et ont développé une héminégligence spatiale, qui est un syndrome qui suit des lésions pariétales et frontales de l'hémisphère de droite, ces sujets ont la tendance à négliger l'espace gauche de leur système sensoriel. Donc, quand on leur demande de trouver le milieu d'une ligne qu'on leur présente visuellement, ils vont surestimer le milieu vers la droite, parce qu'ils ignorent la partie gauche de l'espace. Et quand on leur demande une tâche qui n'est pas une tâche perceptuelle, mais qui est une tâche représentative, c'est-à-dire de dire, de symbolique donc, c'est-à-dire de dire quel est le nombre qui est au milieu dans un intervalle donné, par exemple entre 2 et 9, ben ils vont surestimer le point du milieu comme s'ils étaient en train d'ignorer la partie gauche de la ligne numérique mentale. Donc on sait que les supports pédagogiques qui font référence explicite à la notion de ligne numérique sont très efficaces. Par exemple, une étude de Griffin & Case, ils ont développé un programme éducatif en maths qui a des activités très intenses de lignes numériques, et on voit que l'utilisation de ces méthodes améliore durablement le calcul chez des enfants de très bas niveau socio-économique qui sont défavorisés dès le départ, et que par rapport à d'autres enfants qui ne sont pas défavorisés arrivent même 3 ans après à être meilleurs que les enfants qui suivent un cursus normal qui ne fait pas appel à ce type de support pédagogique. Des entraînements très courts, 3 semaines, une demi-heure par jour de jeux tout simple avec une ligne de nombre orientée comme ça, avec un dé, les enfants jettent le dé, ils avancent sur cette ligne numérique de 1 ou de 2 pas, et ben, elle améliore de façon significative les tâches de comparaison, de comptage, et aussi de positionnement de nombres sur la ligne, qui est un indice de leur représentation des quantités numériques. Enfin, un programme Montessori qui entraîne de façon très importante des associations simultanées entre quantités concrètes, ici des billes, nombres symboliques orientés dans l'espace, améliore la réussite en maths, en tout cas chez des enfants de maternelle. On voit ici le succès en mathématiques chez les enfants Montessori qui utilisent ce type de support pour apprendre les mathématiques par rapport à des sujets contrôle aux États-Unis. Enfin, dans notre laboratoire, Stanislas Dehaene avec Anna Wilson ont développé en 2007 un jeu vidéo qui s'appelle la course au nombre, qui améliore les tâches de comptage, la comparaison de nombres et l'identification de nombres chez des enfants en maternelle de bas niveau socio-économique. Et ce jeu aussi met en relation d'une façon constante les quantités concrètes, les symboles et aussi la ligne de nombre. Et en ce moment, on vient de sortir un autre jeu qui est la suite, dans certains points de vue, de la course de nombre, qui s'appelle l'attrape-nombre. Vous pouvez aller jouer suivant le lien là-dessus. Et un logiciel éducatif adaptatif qui module difficulté et vitesse. Donc à chaque essai, les enfants sont poussés vers leurs limites, mais ils restent toujours dans une situation où ils arrivent à faire leurs tâches. Il y a présentation de nombres sur toutes les formes, écrites en chiffres arabes, parlées sous forme de mots, visualisées sous forme de quantités d'ensemble, arrangées sur la ligne numérique. Et ce logiciel entraîne le passage rapide d'une représentation à l'autre. Et on pense que ça doit être très important pour solidifier tous ces codes avec lesquels on doit continuellement travailler quand on fait du calcul et des mathématiques. Et elle entraîne aussi particulièrement les calculs avec le nombre de chiffres et les décompositions à 10. Donc voilà, ma demi-heure est écoulée. Je vais venir à mes conclusions. Donc, on peut faire une sorte de synthèse de ce que j'ai dit en disant que l'apprentissage des nombres du calcul s'est construit à partir d'un système neurocognitif qui est préexistant et qui permet d'extraire et manipuler mentalement l'information numérique et approximative. Ce système, néanmoins, est suffisamment plastique pour être partiellement reconverti grâce à l'éducation au codage du nombre exact, grâce auquel nous arrivons à comprendre et manipuler les symboles numériques exacts. Ces processus d'apprentissage, on a vu qu'il est fortement aidé par l'utilisation de supports de visualisation spatiale de nombres. Donc, pour donner peut-être quelques idées pour la discussion qui va venir, quelques réflexions sur quelles pourraient être les implications de ce type d'études sur l'éducation. Donc l'idée, c'est que les enfants rentrent à l'école avec un bagage d'intuition sur le nombre et les calculs, et que ces intuitions devraient être utilisées comme point de départ pour l'enseignement de mathématiques. Par exemple, savoir qu'ils peuvent compter sur leur sens du nombre
devrait leur donner plus de confiance et peut-être plus de plaisir quand ils travaillent avec leur intuition. Développer le sens du nombre devrait être plus important et précéder l'apprentissage de procédures. Les calculs posés, l'utilisation de la calculette devrait être complètement secondaire par rapport au travail intuitif de manipulation des quantités mentales. Et aussi, donc, la manipulation d'objets concrets est un support important pour nos intuitions et devrait être fortement encouragé, en tout cas dans l'école maternelle et premières années du primaire. Et finalement, on a vu que les jeux simples et logiciels éducatifs, s'ils sont conçus sur la base de données neuroscientifiques solides, elles peuvent être utilisées pour renforcer les premiers apprentissages, surtout pour des enfants à risque de devenir ceux qui sont mauvais en maths. Voilà, merci.